Alors, on a 4 panélistes pour discuter justement SICO et consommation, image des SICO par consommateur, évolution, qu'est-ce que le consommateur en attend, comment est-ce qu'il se repère, toutes ces questions-là. Et donc, on a 4 panélistes. Eh bien voilà, Sandrine Auguerre qui nous rejoint en visio, Purpan et Stakhanov, et elle avait des cours toute la journée. Donc, merci beaucoup à elle de faire une petite pause. Donc, Sandrine est enseignante chercheuse marketing plutôt à Purpan. On aura aussi Zora Bouamra Meshmash, qui est directrice de recherche à l'INRA et à TSE. Vous avez vu ça, hein? Et qui est économiste. On aura on a Valérie Thau, qui nous vient du bureau agriculture et alimentation durable. Merci à elle d'avoir accepté de remplacer au pied levé Catherine Conil, qui était désolée de ne pas pouvoir se joindre à nous pour un conflit d'agenda. Et puis Jean-Yves Guillon, qu'on a entendu tout à l'heure, qui s'était déjà exprimé, qui est représentant des consommateurs au comité nationaux de l'INAO, de l'agriculture biologique et des IGP et Label Rouge. Alors, comme je vous le disais, le sujet général de cette table ronde, c'est rentré par les consommateurs. Alors, je vais commencer par Zora. Et je vais demander à Zora, en fait, le premier tour de table va être autour de la perception des consommateurs, des SICO, et en particulier sur la question environnement et nutrition. Et donc, Zora, alors un petit rappel de comment est-ce que l'économiste que tu es pose ces questions-là et comment est-ce qu'on peut se sortir, enfin, trouver des pistes de réflexion sur les consommateurs et les SICO. Alors oui, je veux pareil, hein, 3-5 minutes. Je lance ma... C'est gentil, un sujet de dissertation en 5 minutes. Ouais. Oui, peut-être un tout petit... alors, effectivement, hein, sur le prisme de l'économiste que je suis, donc, qui ne détient pas toute la vérité, mais qui a une façon de voir les SICO et les labels de manière plus générale. En fait, en général, nous, on voit les labels comme un moyen donc, de réduire l'asymétrie d'information qu'il y a entre le producteur d'un côté et le consommateur de l'autre. Donc, le label, l'idée du label, c'est de fournir cette information au consommateur qui, ensuite, le consommateur peut ou pas avoir envie d'acheter ce produit ou de payer un prix, ou du moins d'avoir un prix qu'il est prêt à payer pour cette caractéristique et donner cette information. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est finalement, du coup, quelles sont les caractéristiques, les attributs de ces produits pour lesquels donc, on va aller chercher une information. Et la deuxième question qu'on va aller se poser, c'est est-ce que les consommateurs perçoivent cette information? Et la troisième question, c'est s'ils l'ont perçu, est-ce qu'ils sont prêts à acheter pour un produit qui a ces caractéristiques-là? Donc, prêt à acheter, et combien il est prêt à acheter pour ce prix-là. Alors, je crois que ce matin, Pierre Duprat a un petit peu commencé à parler de propension à payer, etc. Donc, c'est ces éléments-là qu'on va aller regarder. Donc, dans le cas des SICO, c'est un petit peu compliqué, on ne peut pas faire une seule réponse, puisque les caractéristiques, les informations qui sont fournies par ces différents labels sont différentes. Si je prends le cas des indications géographiques au sens large, donc l'idée c'est de donner des informations sur l'origine de ce produit, la région, donc qui vont ensuite avoir des implications en termes de qualité, de typicité du produit, d'authenticité, de goût, etc. Et de manière générale, ce qu'on a les économistes empiriques ont trouvé sur ce sujet-là, et je crois que Valentin l'a un petit peu dit ce matin dans une de ses questions, en général, on sait que le prix et le goût sont les deux premiers attributs d'un produit pour lesquels les consommateurs sont prêts à payer, avant la nutrition, l'environnement, etc. Donc, ça, c'est le premier élément. La deuxième question, c'est est-ce qu'on est prêt à payer pour d'autres choses que ça? Donc, on n'a pas d'étude qui permet de dire
quelle information autre que cette origine qui donne la qualité du produit, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres informations sur ces produits-là pour lesquels les consommateurs ont payé, puisque tout simplement, en fait, les économistes actuellement ne se sont même pas posé la question de savoir est-ce que les consommateurs pour l'AOP ou pour l'IGP sont prêts à payer pour une caractéristique environnementale ou pour une caractéristique nutritionnelle. Ceci dit, en fait, alors ça c'est pour l'AOC ou l'IGP. Pour le bio, c'est un petit peu plus complexe, puisque là, les informations qui sont véhiculées aux consommateurs sont plus d'ordre environnement. Mais ceci dit, dans les travaux actuels, ce qu'on voit, c'est que déjà la propension, donc la volonté de payer pour cet attribut existe, mais il est assez faible. Et le deuxième élément, c'est qu'on n'est pas sûr que finalement le consommateur est prêt à payer ou à acheter pour l'attribut environnement, mais plutôt peut-être pour d'autres types d'attributs qui sont des attributs qui sont d'ordre de plus de la préférence privée du consommateur, qui est la santé de l'individu. C'est-à-dire, je suis prêt à acheter du bio parce qu'il n'y a pas de pesticides et que je pense que c'est meilleur pour ma santé. Donc, l'attribut environnement là-dedans est compliqué à prendre en compte. Mais ce que je voudrais dire, peut-être pour essayer de participer à cette discussion, c'est qu'en général, on a donc, quand on regarde donc la propension des consommateurs à acheter ou à payer, on prend en compte ses préférences. Et dans ces préférences, il y a des préférences pour des caractéristiques qui vont apporter directement un bénéfice au consommateur. C'est le cas donc du goût, du prix, ou une non-préférence au prix, on l'appelle comme on veut. Donc du prix, du goût, un petit peu de la nutrition, mais l'environnement n'est pas un attribut qui va rentrer directement dans les préférences, j'allais dire, directes des consommateurs. C'est plutôt ce qu'on va appeler un bien public, un bien commun. Et donc, le consommateur ne retire pas, si vous voulez, un bénéfice direct de l'achat ou de ce produit-là. Et donc, ça peut expliquer pourquoi on a cette préférence moindre, j'allais dire, pour des attributs environnementaux par rapport à des attributs de goût, par exemple, pour le consommateur. En d'autres termes, je suis prêt à payer pour des choses qui vont m'apporter un bénéfice direct, mais par contre, si c'est pour l'ensemble de la société, pourquoi c'est moi qui paierai pour les autres? Enfin, je caricature un peu le trait. Et donc ça, c'est... Voilà, et j'arrête là. Et c'était pour essayer un peu d'alimenter le débat sur les aspects environnementaux. C'est un point vraiment important de savoir ce pourquoi on est prêt à payer. Et donc, je vais passer la parole à Sandrine, qui, alors elle, du point de vue du marketing et des travaux que vous avez déjà menés, ce que vous avez vu dans vos enquêtes, qui vont préciser un petit peu ce que Zora nous a donné sur les principes en économie. Je vous donne la parole. Merci. Merci, je vous présente toutes mes excuses pour mon absence. Vous entendez, une seconde, il y a assez de son? Ouais. Oui, c'est bon? Oui. Donc, je vous présente mes excuses. Je suis en cours depuis 8 h ce matin et là, je vais reprendre en cours de 17 h à 18 h 30. Voilà, c'est non-stop en ce moment. Alors, par rapport à la question que vous posez, je vais rebondir complètement sur les propos de madame dans une vision cette fois qui est plutôt effectivement marketing, donc qui est plutôt orientée client et orientée consommateur. Alors, j'ai les deux approches. Client, on va être plutôt sur les circuits de distribution, de se questionner aussi sur ce qu'ils pensent de toutes ces démarches et la place qu'ils y accordent. Et du côté du consommateur. Alors, c'est très clair que par rapport aux études que je mène, moi, je fais un peu plus le focus sur les jeunes générations, c'est-à-dire j'interroge plutôt les 18-35 ans dans une démarche quanti et sur le territoire France. Là, je vais vous parler du territoire France. Et sur cette population-là, je rejoins complètement madame, puisqu'en fait, sur les différents attributs qu'il pointe en termes de perception de la qualité, on va avoir d'abord, nous on va parler d'attributs autocentrés, donc on va effectivement avoir le goût, la santé, la nutrition, donc le bénéfice est personnel. Et effectivement, sur l'étude l'avant-dernière que j'ai menée sur ce sujet-là en 2021, l'éthique, par exemple, et on précisait rémunération du producteur, bien-être animal, arrive en dernière position. Alors qu'en Cali, cette génération parle d'éthique. L'environnement arrive en avant-dernière position.
pareil, alors qu'en Cali, on mène systématiquement des entretiens et des focus group en parallèle, on a un discours qui porte vraiment sur l'environnement. Cette année, par rapport à ce point-là, j'ai mené une étude qui va zoomer, particulièrement sur, ces consommateurs et où on leur demande, en fait, s'ils se sentent concernés, dans leurs achats alimentaires par des pratiques agroécologiques. Point qu'on avait expliqué, hein, parce que ça peut paraître un peu barbare. On a 84 des répondants sur un peu plus de 2000 qui se disent concernés, mais ceux qui se disent pas concernés le sont par manque de confiance. Donc on a quand même un souci de confiance global envers les labels que je teste sur, aussi d'autres labels. Alors moi, quand je parle de label, je teste pas que les labels officiels, pas que les SICO. On va vraiment aborder d'autres labels. Là, je teste la confiance depuis 2018 sur 15 labels, donc les SICO et d'autres. J'intègre aussi le Nutri-Score, d'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà. Mais le manque de confiance est vraiment un point, récurrent et plus les consommateurs que j'interroge sont jeunes, c'est-à-dire je descends jusqu'à 18 ans, les plus jeunes, ont confiance dans les labels, mais en fait, leurs, réponses sont vraiment très différentes des, un peu plus âgés, puisque je ne vais que jusqu'à 35 ans. Globalement, ils ont confiance, mais par exemple, ils vont avoir beaucoup moins confiance, et ce depuis le 2018, dans, les labels bio, par exemple, où la défiance envers ces labels était apparue de façon très marquée sur cette population interrogée, bien avant la baisse, du bio. Voilà. Mais sur l'environnement, quand je leur ai demandé cette année s'ils étaient prêts à payer pour un produit respectueux de l'environnement et de la biodiversité, 67% ont déclaré que oui, ils étaient prêts à payer, une survaleur, à peu près autour de 10%. Voilà. Après, quand on teste les différents labels, quant à leur, perception, quant à la perception des consommateurs sur le volet environnemental, toujours ces jeunes consommateurs, en fait, le premier point à noter, c'est qu'ils ne les connaissent pas, les labels. Le label HVE peut-être qui pourrait porter ce type de discours, en termes de communication, il y a la moitié des répondants, moi de mes répondants, qui ne le connaissent pas. Donc, déjà voilà, et sur l'autre moitié, ben, il y en a, à peu près 41% de l'autre moitié qui dirait: OK, c'est peut-être un label qui défend un registre de protection de l'environnement», voilà, mais c'est très modéré, et quand on leur demande en question ouverte quel est le label qui porterait un discours environnement, c'est le label rouge qui ressort, uniquement. Peut-être parce que c'est le seul label qui spontanément est cité, tout simplement. Peu importe la question que l'on pose. Eh ben, on reviendra tout à l'heure sur la profusion des labels ou au moins la multiplicité des labels. Monsieur Guyon, vous qui êtes représentant des consommateurs, est-ce que les travaux que vous suivez, est-ce que vous voyez ça Oui, merci de m'avoir invité. Oui, alors, il faut savoir quand même un préalable, c'est que les associations de consommateurs n'ont pas en vertu primaire de s'occuper des problèmes alimentaires. Ils ont essentiellement des problèmes de litige, consommation, Internet, assurance, etc., etc. Par contre, ils sont toujours très intéressés, et puis ça fait du buzz, sur ce qui concerne l'alimentation. Tout à l'heure, je faisais la référence à la fonction sexuelle par rapport à la reproduction. Ici, l'alimentaire aussi permet toutes les diversions possibles. Et ça fait du papier, ça fait du buzz, et c'est très intéressant, effectivement. Le consommateur, vous l'avez dit d'ailleurs, il est routinier, sans doute, mais il est grégaire, il est inconstant, il est prime-sautier, il est enfantin, il est capricieux, il est tout ce que vous voulez à la fois. Il a 4 ans. Quand mon cerveau reptilien me demande de choisir en quelques secondes au supermarché un produit alimentaire, je ne dépasse pas, je ne vais pas au cortex, on est bien d'accord. Donc il faut se mettre dans l'idée que le choix alimentaire se fait de façon quand même en général extrêmement de façon très basique, sans compter qu'en face, on a des produits qui, la plupart du temps, ressemblent à des poitrines de maréchaux soviétiques à la belle époque, constellées de médailles, hein, et dans lesquelles,
bien, disons, malin et s'y retrouverait. Je remarque d'autre part qu'il y a des influences propres. Là, moi, je suis l'éléphant blanc des jeunes femmes autour de moi, très bien pour moi, mais c'est quand même assez typique. Il n'y a guère que les vieux dans les associations de consommateurs qui s'occupent de ça. Par contre, je vois toujours au supermarché des hipsters de 30 ans, la barbe bien taillée, qui demandent au téléphone « Chérie, je prends des Barilla ou des Panzani ». Donc, vous voyez, c'est une histoire. Interroger vraiment la femme, la jeune femme active, 25 peut-être, 40 ans, c'est elle qui fait, disons, la physiologie des courses. Hein, c'est elle qui donne quand même le là, clairement. Alors, pour parler juste, il y a deux mots que j'ai jamais entendus ici. Quand on a tout le temps parlé de l'INAO, on n'a jamais dit INAOC. Le Q de la qualité, il est absent. Et ça me pose quand même question. Et par contre, madame, vous avez dit quelque chose, j'ai bu du petit lait. Quand vous avez donné la définition de la qualité, oui, la qualité, c'est l'implicite. Cela va de soi. Et le consommateur ordinaire, ben oui, ce qu'on nous propose sur le marché, c'est bon, c'est sain, c'est naturel, c'est local, c'est tout ce que vous voulez. C'est ce que je lui demande d'être, donc il l'est. En réalité, après, quand il voit les arrière-cours, il s'aperçoit que c'est pas ça. Il est très ennuyé. Moi, j'ai toujours été ennuyé le jour où j'ai su que le Père Noël n'existait pas. Ça m'a quand même fait s'écrouler un certain nombre de choses. Et là, c'est pareil. Dans la jungle, on dit la jungle des produits de qualité, des signes de qualité. La jungle, imaginez-vous. Dans la jungle, il y a bien sûr la peur, forcément, hein, l'angoisse, où choisir, où aller, où ne pas aller, que choisir. Enfin, c'est quasiment du Molière, ça. Donc, on a un contexte global qui ne favorise pas la consommation de ce que vous voudriez, à juste titre qu'elle soit. Inversement, on vous aime. Mais alors ça, tout le monde a été, moi on m'appelle à l'INAO, j'ai appris ça, Martine à la ferme. Mais oui, mais tout le monde ici a été Martine à la ferme. Et je sais que vous l'êtes avec vos enfants, du moins je l'espère, à leur montrer la ferme idéale, ce qui est le magique, vraiment Bon, donc il faut rester forcément dans ces appréciations qui sont quand même loin de ce qu'on a vu au niveau académique ce matin et cet après-midi. Hein, j'ai vraiment beaucoup apprécié votre travail, là, effectivement. Donc, on est dans de l'implicite, on est dans de la valeur confiance, doute. Confiance, doute. Et la nourriture n'est pas quelque chose de naturel. Disons, n'est pas quelque chose de simple. On mange et on sent réellement nourri, non seulement physiologiquement, mais aussi d'autres aspects quasiment de civilisation. Alors, pour en revenir à un point très précis, les associations de consommateurs sont toutes, je parle des grandes là, hein, accrochées comme la moule sur son rocher avec le Nutri-Score. Oui, enfin, on a un outil pour montrer simplement la valeur d'un produit. Mais, hélas, le diable est toujours dans les détails, mais il faut dire que c'est pour comparer des produits similaires et c'est pas de l'absolu. Et je trouve, cet été, j'ai trouvé par exemple de l'eau. C'est notre sujet d'après. J'arrête. Très bien. On va donner la parole au ministère de la Transition écologique pour voir quelle position vous avez aussi, comment vous voyez la façon dont les consommateurs abordent cette question-là. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est un regard complémentaire. Pardon. Ah oui, il faut allumer le micro. Merci beaucoup pour votre invitation et c'est un regard complémentaire donc du ministère de la Transition écologique. Il faut que je me rapproche. On peut dire qu'il y a une préoccupation des consommateurs pour l'environnement. Les travaux qui ont été présentés précédemment le montrent, certainement tout ce que vous avez pu débattre aussi depuis le début de la journée. Et c'est vrai qu'il y a un lien très fort. Alors, c'est peut-être pas un moteur d'achat aujourd'hui, et c'est très certainement en lien avec la santé. Et du coup, je vous invite à consulter le baromètre consommation durable Greenflex ADEME, là, qui est sorti au mois de juin, et qui indique qu'il y a
un lien en fait qui est fait par les consommateurs, donc 2000 personnes interrogées, entre leur santé et puis la santé de l'environnement, c'est-à-dire si l'environnement est dégradé, s'il y a des pollutions, le changement climatique, ce qui va amener, etc., qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur ma santé? Il y a cette interrogation et je trouve que c'est assez intéressant à noter puis à approfondir. Mais en fait, par rapport à cette préoccupation, en fait, l'information environnementale, j'y vais directement, et une réponse qui a été demandée par les citoyens, en tout cas depuis le Grenelle, et puis plus récemment suite à la Convention citoyenne pour le climat, là, qui a amené la loi climat et résilience pour apporter, enfin, leur mission était d'apporter des recommandations sur la lutte contre le changement climatique. Et une de leurs recommandations était d'apporter une information environnementale sur les produits de grande consommation pour informer les consommateurs donc sur avoir un pendant du Nutri-Score pour faire court. Donc, il s'agit d'apporter une information claire, donc ne pas avoir de format confusant. Objective, il faut qu'elle soit sur des bases scientifiques et puis complète. On ne peut pas se limiter à un seul impact, le carbone par exemple. Il faut prendre en compte l'ensemble des enjeux environnementaux. Donc ça, c'est la loi qui encadre ce dispositif. Les travaux sont en cours de réalisation. Il s'agit, et la prise en compte d'impacts non seulement, des impacts négatifs est certes prévue, mais également la prise en compte d'externalités positives qui peuvent intéresser les SICO et qui sont plus difficiles à mesurer. Et comme je vous le disais, il faut qu'on s'appuie sur des méthodes scientifiques. Donc, il nous faut des éléments très scientifiques et quantifiés pour pouvoir en rendre compte dans l'affichage environnemental. Donc, on s'appuie sur l'INRAE pour pouvoir renseigner ces dimensions. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parler de l'étude ce matin ou encore. Donc, une étude qui vise en fait dans un premier temps, à partir des cahiers des charges des SICO, à identifier des pratiques et leur impact, et à caractériser leur impact sur, dans un premier temps, la biodiversité, et à observer aussi si il y a des effets, des synergies avec les questions climatiques, d'atténuation, d'adaptation, ou des antagonismes, voilà, qu'on ne parte pas dans de mauvaises directions. Ce travail, sera terminé d'ici. Il nous a dit fin 24. Voilà, d'accord. Donc d'ici quelques mois. Et on m'a dit quelques mois et j'ai dit bon, fin 24. Et sera essentiel en tout cas pour qu'on puisse bien prendre en compte les spécificités, notamment des signes de qualité. Mais c'est un travail qui peut aussi se décliner par des initiatives aussi de l'INAO, par filière, par signe, voilà. Merci beaucoup. Et on va poursuivre sur cette question de justement comment est-ce qu'on intègre ces dimensions environnementales, qu'elles soient climatiques ou biodiversité, dans les SICO. Alors, monsieur a dit, voilà, l'affichage, Nutri-Score, Eco-Score. Donc, on va demander à Sandrine, parce que je sais qu'en plus, son temps est compté, donc on va revenir vers elle. Les travaux que vous menez, comment est-ce que vous pouvez les mobiliser pour nous éclairer sur trop de SICO, enfin trop d'infos tue l'info versus on n'en a jamais assez. Et donc, comment est-ce que le consommateur s'en sort dans les études que vous avez menées? Alors, Monsieur Guyon a utilisé le terme de jungle. Moi, je fais partie d'une chaire qui s'appelle la chaire InFact, qui questionne justement les démarches de qualité sous plusieurs prismes. Moi, je porte bien sûr l'axe consommateur, mais un collègue porte l'axe du panorama un petit peu de ce foisonnement de promesses qui sont faites aux consommateurs. On ne va pas forcément parler de labels, mais de promesses, au-delà des marques elles-mêmes, qui sont déjà une promesse.
Et on parle de jungle. Voilà, notre thématique, c'est bien la jungle des labels avec tous les dangers qu'on peut avoir sur une jungle. Voilà, c'est magnifique, c'est passionnant, mais c'est une jungle. Moi, je vais parler plutôt du marché des labels. On a le marché des marques, on a le marché des produits, puis on a le cycle de vie des labels. Voilà, est-ce qu'on est sur après s'être battu avec des marques, après avoir vu arriver les marques des distributeurs qui sont très utilisatrices, par exemple, du Nutri-Score, qui vient apporter une valeur supplémentaire aux marques des distributeurs. Énormément de produits de référence, marques de distributeurs utilisatrices du Nutri-Score. On voit arriver en produits de grande conso énormément de promesses. Quand on teste en spontané et en quali, par exemple, on va avoir Reflet de France qui est complètement associé à un label. C'est une marque, mais les consommateurs pensent que c'est un label. Voilà. Alors, il y a quand même une extrême confusion d'abord. Je pense qu'il y a une extrême confusion. Il y a une reconnaissance quand même. Alors moi, j'interroge particulièrement les jeunes, hein, donc c'est encore plus tendu. Il y a une reconnaissance néanmoins des labels dits officiels. Là, je teste toujours la confiance envers ces 15 labels depuis fin 2018. Là, le dernier sondage que j'ai réalisé, qui a été administré en juin, je vais y arriver, 2023, sur 2000 individus. J'ai intégré dans la notion de confiance, c'était oui ou non. Et là, j'ai intégré uniquement vers les labels officiels. Et en fait, on a 35% des gens qui se sont positionnés sur la confiance, oui, mais uniquement dans les labels officiels. Néanmoins, ils les connaissent très peu quand même. Donc, il y a vraiment une jungle des labels. Et la grosse difficulté pour répondre à votre question, c'est que finalement, je vais le dire avec mon discours de marketeuse, c'est que chaque label puisse se segmenter et avoir un positionnement et un point de différenciation propre à une cible. C'était pas leur destination, c'était pas leur finalité, notamment des SICO. Mais aujourd'hui, le foisonnement et la jungle des labels fait que finalement, on est en train d'avoir un marché mature où il y a énormément d'offres de labels et que le consommateur va faire son marché et qu'il y en a qui vont probablement mourir, d'autres se regrouper comme sur n'importe quel marché parce qu'en fait, on est en attente d'une promesse claire. Et quand on regarde les promesses de certains labels, ça fait alors toujours sur les jeunes, hein, attention, en ce qui me concerne, ça fait un peu froid dans le dos parce que, par exemple, le premier point de promesse qui est perçu pour le label rouge, c'est l'origine, alors que ce n'est pas forcément son discours. Le premier point qui est perçu pour l'IGP, c'est « je ne sais pas ». Voilà, un quart des répondants. Pour AB, c'est l'environnement, le bio, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, oui. C'est pas mal. Pour zéro résidu de pesticides, c'est l'environnement aussi. Zéro résidu de pesticides a des performances en termes de promesses perçues qui sont identiques à AB. Voilà. Ensuite, on a le Nutri-Score, par exemple, effectivement, comme disait monsieur, et je vais peut-être faire le lien pour vous transmettre la parole. Le Nutri-Score qui atteint finalement de très bons scores en termes de promesses. Il est positionné sur une promesse santé. Ouais. À plus de 50% des répondants. Et en fait, c'est le seul label, entre guillemets, qui va trouver autant de consommateurs qui arrivent à se positionner sur quelque chose, en fait. Pour les autres labels, quels qu'ils soient, hein, officiels ou pas, le consommateur, finalement, a du mal, voyez, à se positionner. Et pour le Nutri-Score, ben, finalement, le message est clair. Et surtout, il est unique. Et quand on regarde en fait les définitions d'une marque forte, marque parce qu'on a une promesse forte, définition de hacker, ben, le message, il est fort, favorable et unique. Ben, Nutri-Score coche les 3 cases. Avec toute la balance de réflexion qu'on peut y mettre. Hein. Ça pose quand même question aujourd'hui. Moi, l'étude que je mène actuellement, c'est pour voir justement un petit peu comment cette complémentarité entre les labels officiels, les démarches de labels montées par des regroupements autres et le Nutri-Score, comment tout ce petit monde va pouvoir s'articuler demain. En tout cas, ce qui semble apparaître, c'est que chacun va devoir se positionner sur un message plutôt singulier et que le label universel, il n'existe pas, avec tous les enjeux qu'on va avoir sur les filières, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Zora, quand on préparait, tu me disais la valeur de l'information, et ça complète le propos de Sandrine. Donc, comment justement cette information elle est prise en compte ou non, et valorisée ou non, et comment ça se passe?
Oui, hein, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit avant et du coup, je pense qu'il faut bien insister sur qualité, je crois que le mot intrinsèque a été utilisé plus tôt et tout ça, et qualité, alors moi que j'appelle perçue par le consommateur, parce qu'effectivement, c'est pas la même chose, et le consommateur, il paye sur la qualité perçue et non sur la qualité intrinsèque. D'où la valeur de l'information. Enfin, est-ce que la question, c'est une fois qu'on connaît l'information que le consommateur a, on est capable ensuite d'évaluer pour ce pourquoi il est prêt à payer. Mais tant qu'on ne sait pas quelle est l'information que le consommateur a réellement, et bon, vous nous avez donné quelques exemples, je pense que c'est assez clair, il est difficile d'évaluer finalement quelle va être la valeur que le consommateur va être prêt à mettre sur ces produits-là. Et donc sur la multiplicité des informations. Alors, sur la multiplicité des informations, en fait, alors moi je peux donner que des éléments, parce qu'en tant qu'économiste, on a tous en pleine réflexion sur ces sujets-là, et donc on n'a pas une réponse, donc je ne vais pas faire de scoop aujourd'hui, mais les éléments que nous avons sont les suivants, c'est que d'un côté, c'est ce qu'on a dit, quand on délivre une information et que celle-ci, elle est perçue par le consommateur, et donc le consommateur a un bénéfice à cette information-là, donc c'est un effet positif de rajouter des informations et donc de rajouter des labels pour pouvoir donner une information plus précise au consommateur. Ça permet également de les différencier. Je peux être prêt à payer pour le, je sais pas, je vais dire une bêtise, alors je sais pas, pour le sans nitrite, par exemple, et pas pour le bio. Et donc, si c'est sans nitrite, je vais peut-être comprendre le bien. Donc, ça permet de différencier aussi les consommateurs. Donc, ça, c'est l'aspect positif donc, de valorisation de l'information. Et l'inconvénient, c'est que la valeur marginale d'une information supplémentaire comme ça, est de plus en plus petite. Donc, en fait, plus on va rajouter des labels et plus la valeur, j'allais dire, qu'on va rajouter au produit supplémentaire va diminuer. Donc, c'est un peu un équilibre entre les deux qu'il faut trouver. Et pour l'instant, malheureusement, on ne l'a pas encore trouvé. J'ai essayé d'être brève. Super. Je peux rajouter juste un petit point par rapport à ce que vous venez de dire. C'est qu'en fait, moi, je cherche à comprendre sur ce dernier élément que vous citez, quelle est la valeur. En fait, mon hypothèse, c'est qu'il y a des labels, on va l'appeler comme ça pour simplifier le langage, des promesses qui vont être reçues par les consommateurs et qui sont un préalable indispensable. C'est-à-dire que si elles n'y sont pas, la réaction du consommateur sera uniquement négative. Peut-être que demain, pour les jeunes générations, en tout cas, le fait qu'on ait un discours environnemental, un discours éthique, ce ne sera pas valorisé par le positif, mais uniquement par le négatif, si ça n'y est pas. Et donc, c'est plutôt cette échelle-là de réaction aux attributs que je cherche à comprendre sur les consommateurs. Voilà, parce qu'en fait, dire qu'on a des consommateurs qui sont finalement autocentrés, qui pensent à leurs bénéfices, oui, probablement, mais finalement, ça ne nous fait pas avancer pour les acteurs économiques et arriver à trouver qu'est-ce qui est réactif par le positif ou par le négatif. Ça, c'est peut-être voilà, un angle d'éclairage. Ok, merci. Et Zora? Oui, je voudrais juste rajouter pour compléter en fait sur cette dimension, peut-être que je voulais le dire et donc ça me donne l'occasion de le dire. Parce que par exemple sur le bien-être animal, c'est l'exemple typique où quand on interroge les consommateurs, tout le monde dit c'est super important, voilà, pour moi c'est une caractéristique qu'il faut absolument prendre en compte, etc., etc. Et finalement dans les achats on les retrouve pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de propension à payer ou acheter pour du bien-être animal. Donc, c'est exactement ce cas-là du prérequis, j'allais dire. Par contre, là, si les poules et l'encage, il ne veut pas de ces œufs-là. C'est ça, exactement. Et donc, du coup, la question se pose sur finalement ce type-là de... Je reviens sur mon... Je ne sais pas si c'est un bien public dans le cas du bien-être animal, mais ça, en tout cas, autre que la valeur pour l'individu propre même, si ça doit être... des actions volontaires, donc par l'achat, qui doivent être privilégiées, ou est-ce qu'il faut agir par d'autres types de moyens d'intervention, comme des normes, c'est ce qui s'est fait d'ailleurs sur justement sur l'élevage en cage des poulets, etc. Donc
c'est une question qu'il faut aussi regarder, c'est-à-dire qu'on parle de SICO aujourd'hui, et c'est très bien parce que c'est notre porte d'entrée, mais peut-être qu'il faut le voir avec une dimension un peu plus large des différents moyens d'intervenir, d'agir sur ces produits alimentaires. Alors, si on écoute Zora, en fait, le niveau d'information, c'est pas facile à savoir où il faut arriver. Et donc, Valérie, dans les réflexions que mène le MTE sur, en particulier, l'affichage environnemental, mais alors comment l'articulation entre cette demande-là et les SICO, comment vous voyez cette articulation? Pas facile, hein. Et plus la question de la profusion, en fait. Oui, mais c'est un peu ça quand même. Et de l'encadrement, peut-être, de cette profusion. Donc, l'affichage environnemental, il peut être, en fait, une réponse, en fait, commune, un cadre commun, voilà, ce qui se rapprocherait peut-être de la norme pour éviter qu'il y ait encore une profusion supplémentaire d'allégations de type environnemental. Donc, l'objet est de vraiment préciser le cadre commun et puis de le construire avec les parties prenantes. En fait, il y a beaucoup d'échanges dans le cadre de comités consultatifs ou dans le cadre des travaux, des retours d'expérience qui sont pris en compte, par exemple. Et donc, dans ces comités consultatifs, comment est-ce que sont analysées cette profusion d'allégations, de labels, Oui. Alors, il y a la question aussi du niveau, du marché européen. Donc, cette question, elle se pose au niveau européen et la Commission européenne vient de proposer un projet de directive pour encadrer les allégations environnementales. Et la Commission, elle était très, comment dire, très stricte en fait, parce qu'elle voulait imposer une seule façon de communiquer avec déjà une méthode. Oui. Mais comme sa méthode, en fait, c'est finalement celle qui a inspiré les travaux d'affichage environnemental, quelque part, mais en se disant qu'elle n'était pas encore suffisamment aboutie pour être utilisée pour faire de l'affichage environnemental. Donc, cette méthode, finalement, elle n'est pas reprise dans le texte, mais l'objectif de cette directive est quand même, c'était pour indiquer qu'il y avait une volonté d'un encadrement quand même très fort. Donc, les discussions ne font que commencer. Et alors, les SICO, comment elles s'y trouvent là-dedans? Les SICO, il est prévu que il y ait une reconnaissance, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, de dimensions type impact sur la biodiversité, système extensif, ou voilà, de pratiques qui peuvent être tracées, tracées, identifiées comme ayant un impact favorable sur l'environnement. Encore faut-il bien les identifier et bien quantifier le niveau des impacts. Mais sur le principe, du coup, d'autant qu'il y a tous ces travaux que vous avez cités précédemment là, dans l'exposé précédent pour tous les travaux qui sont en prise avec les questions d'évolution du système alimentaire et les nouvelles réglementations autour de ces questions et d'introduction d'environnement dans les cahiers des charges d'IG. Voilà. Il y a une cohérence générale, en tout cas, autour de ces dans ce questions. sens. Oui. Monsieur Guyon, donc, trop de labels tue le label. Ah, mais l'idée du score est une excellente idée, hein, ça je crois. Vraiment, le Nutri-Score a le mérite d'exister, c'est très clair, il y en avait besoin. Il montre malheureusement la faillite des allégations nutritionnelles qui sont, elles, réglementaires et obligatoires et qui malheureusement ont une lisibilité sans doute parce que l'éducation nutritionnelle est insuffisante dans les écoles et ailleurs d'ailleurs dans la population. Donc c'est malheureusement le pendant simpliste des allégations qui sont, elles, noir sur blanc sur chaque emballage et malheureusement qui ne sont pas
lu. Bon, alors le Nutri-Score, oui, complètement, clairement. Moi, je suis, mais parce qu'il y a quand même toujours le diable dans les détails. Il y a eu une excellente amélioration de beaucoup de recettes, c'est clair. Sans doute grâce au Nutri-Score. Il y a eu des Nutri-Scores qui ont changé à la baisse, par exemple, sur des produits qui étaient valorisés, soi-disant, en B, alors qu'ils ne valaient que C ou D. C'est vrai, donc il y a eu quand même un certain nettoyage, un toilettage des choses. Donc c'est très bien tout ça, c'est très bien. Mais quand je vois du Nutri-Score sur une bouteille d'eau minérale, je dis non. Je dis, faut pas prendre les gens quand même pour ce qu'ils sont peut-être. Mais là, non, quand même, faut pas exagérer. Hein. Quand on ne fait pas la distinction avec des produits transformés ou non transformés, quand on ne fait rien, et d'ailleurs, il y a des exemples locaux, les Italiens, par exemple, ont porté à la Commission, il n'y a pas si longtemps, qu'ils désiraient que ça soit remis en cause à cause de leurs produits de qualité ou d'origine aussi. Je vois, alors, c'est vrai que les associations de consommateurs, au moins dans leur gazette officielle, traitent aux gémonies Madame la présidente de la région Midi-Pyrénées parce qu'elle a voulu défendre le Roquefort ou le pruneau d'Agen qui se traîne avec c'est vrai, des catastrophes au niveau. Alors, catastrophe méritée sans doute au niveau nutritionnel. Mais moi, je dis, mais écoutez, attention, il y a une dérive hygiéniste qu'il faut absolument contrer. Oui à la nutrition, non à l'hygiénisme. Quand même, on n'est pas là pour obligatoirement vivre à cause de notre IMC. Le mien, sans doute, ne doit pas être très bon. Mais bon, après tout, je peux mourir demain. Je serai arrivé à un âge suffisamment élevé, à mon avis, pour me permettre de ne pas être trop malheureux. Donc, la dérive hygiéniste qui est inscrite dans le Nutri-Score, elle est mauvaise. Et là, les produits de qualité, sous signe officiel de qualité, ils sont en plein, malheureusement, dans la bagarre. Beaucoup sont gras, je dis un gros mot, excusez-moi, beaucoup sont des matières grasses en plus qui ne sont pas favorables, type acide gras, bon, ou autre, mais quand même, faisons la part des choses. Et ça vient pas par la communication, je suis désolé de vous le dire, ça vient par de l'éducation, ça vient vraiment par un travail de fond dans les écoles ou ailleurs. Il faut absolument faire quelque chose. Sinon, bah oui, moi au cinéma, je préfère Le Festin de Babette Au Soleil Vert, le film de Fleischer, qui a eu la palme, les deux ont eu la Palme d'Or, mais un montre qu'on se nourrit de pilules et l'autre qu'on a de la bonne chair. Donc il faut quand même faire attention à ça. Hein. Nutri-Score, oui, mais bien mettre en dessous, comparer ce qui est comparable. Je compare un Gorgonzola à un Roquefort. Bon, etc. Vous comprenez le principe. Mais sinon, dans l'absolu, mais c'est une catastrophe. On va où où est le... Parce que quand même, les produits de qualité, ils doivent générer du plaisir, que je sache. Ils doivent générer même de la civilisation, du bien-être, du partage, etc., etc. Bon, j'en passe. Donc là, il y a quand même un problème qu'il faut... Et mieux que par la communication, il faut absolument le tempérer. Je vous remercie. Merci. Alors, on a un petit peu de temps, si vous voulez bien mordre sur 5 minutes de votre emploi du temps pour quelques questions. Il y a des... D'accord. Merci. Oui, moi j'ai une question. Ce qui me gêne un petit peu dans cette table ronde, c'est que le sujet c'est percevoir et valoriser. Mais pour percevoir, encore faut-il connaître. Et je vais faire du marketing avec Madame Auguerre. Où en sommes-nous des études de notoriété spontanée et assistée des différents panels, des différents labels, etc. Je crois que c'est la base déjà. Est-ce que les consommateurs connaissent quand ils ne... Oui. Voilà, c'est ça. Donc après, on peut toujours raconter tout ce qu'on veut. Je veux dire, là, on est en train... La première des choses, c'est que déjà, les gens, connaissent non seulement de manière spontanée, au moins de manière assistée. Quand on présente ces logos-là à des gens, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y en ait beaucoup qui soient capables de dire de quoi il s'agit. Donc derrière, je veux dire, on est en train de... Zora, une seconde, vas-y. Juste pour revenir sur cette question, certes, ils ne savent pas exactement, mais on sait par contre qu'ils sont prêts
à payer plus facilement pour des produits tels que l'AOC, l'AOP, l'IGP. Ça, dans les études, on l'a montré, plus que pour d'autres types de labels qui donnent d'autres indications, etc. Donc, même s'ils ne savent pas exactement ce qu'il y a dedans, leur qualité, ce qu'ils perçoivent de la qualité, semble aller dans ce sens-là. C'est ce que empiriquement les études qui existent. Je ne veux pas dire que. Voilà. Ça dépend de la question posée, ça dépend de l'échantillon, bref. Une question, voilà. Oui, bonjour. Moi, je me demandais surtout, on a parlé de la prolifération justement des labels, mais aussi, est-ce que là, aujourd'hui, on a des chiffres actuellement sur le fait que les consommateurs s'en détournent comme avec la crise du bio? Est-ce qu'aujourd'hui, on sait si les labels rouges, les labels AOP, est-ce qu'il y a aussi une baisse de vente de ces Sandrine, articles? vous avez des informations là-dessus? Alors, je vais peut-être répondre 2 mots à monsieur qui posait la question de la notoriété. Effectivement, on est sur le premier pas. Est-ce que ces labels sont connus? Alors, je voudrais juste donner un éclairage sur les études que je mène qui s'adressent donc aux consommateurs de 18 à 35 ans en France. Et alors, les labels officiels sont connus. Globalement, la question n'est pas spontanée, elle est assistée, et ne serait-ce que de nom. Donc, on est vraiment sur cette connaissance du label. Et il y a une confiance quand même a priori, globalement, à l'égard des labels officiels, des SICO, de cette population. Après, par contre, quand on commence à rentrer, que ce soit en quanti ou à quali, sur des dimensions d'image ou de perception, là, c'est bien plus confus. Voilà, si on devait simplifier. Et donc, sur les évolutions de consommation? Alors ensuite, sur les évolutions de consommation, notamment de ces produits-là, bon, vous connaissez un petit peu la difficulté que traverse le bio aujourd'hui. Alors, moi, j'étudie particulièrement les moteurs qui sont derrière la consommation, c'est-à-dire est-ce que le consommateur va s'attacher à un moment donné, ce qu'on disait tout à l'heure, à une considération de l'environnement, à une considération de sa santé. Et cet élément moteur-là, dans son acte d'achat demain, il reste présent. La considération du bio, moi, depuis 2018, je voyais une défiance à l'égard du bio. Voilà, il y avait un problème de confiance des jeunes à l'égard du bio. C'était très clairement explicite, alors qu'il y avait plutôt une confiance, et plus ils étaient jeunes, plus ils avaient confiance sur les autres labels. Donc, c'était quand même étonnant d'avoir cette défiance particulière à l'égard du bio. Est-ce qu'on voit une diminution vous n'avez pas d'informations sur les tout derniers... Oui. Alors, les tout derniers labels... Ces derniers mois, la consommation en produits d'agriculture biologique... Non, mais pas en bio, je vous parle pas en bio. Sa question, elle était pas en bio. Sa question, elle était sur les IGP. Sur les IGP ou les AOP, alors il faut voir que sur 2023, on n'a pas forcément beaucoup de chiffres encore. L'inflation, de toute façon, n'ira pas dans le bon sens de la valorisation et du développement commercial de ces produits-là. Après, il faut pas oublier, moi je m'occupe à l'école de ces aspects marketing et de l'export de produits agricoles. Et en fait, moi, quand on me parle des SICO, j'ai immédiatement la carte de l'export aussi en tête. C'est-à-dire que ça a du sens, peut-être pas pour le label rouge, mais notre agriculture accède à des cartes de confiance à l'étranger d'une manière générale, et on est capable de vendre à l'étranger et des produits sous SICO, mais aussi finalement pas que des produits sous SICO, parce qu'on a les SICO, on a une carte de crédibilité à l'égard de nos partenaires européens et au grand export. Donc, les efforts qu'on fait et qui sont marqués précisément par nos SICO portent leurs fruits indirectement aussi sur d'autres marchés et indirectement aussi que sur les ventes de produits sous label. Donc, il ne faut pas considérer les SICO, je dirais, uniquement sur tout seul. Voilà, on a des impacts nombreux, qualitatifs pour notre économie, pour nos acteurs. Voilà. Ok, merci. Encore une question? C'était juste pour faire une petite remarque, en fait, par rapport au suivi économique qu'on est en train de mettre en place dans le cadre de l'Observatoire économique des SICO et en partenariat en particulier avec France Agrimet, un suivi un peu plus conjoncturel qui est rendu important par la crise du pouvoir d'achat. Et puis vous signalez que chaque année, alors nous on ne suit pas la consommation, mais on suit
la production et la commercialisation des signes, et donc on devrait publier dans les mois à venir les chiffres clés 2022 qui donneront un petit peu la tendance. Alors évidemment, on regarde toujours les choses avec une année de décalage, mais ça fait partie de nos missions dans l'Observatoire des SICO. Ouais, enfin, c'est une réflexion, mais je m'interroge sur cette espèce de quête de l'Arlésienne ou de la licorne qui consisterait à essayer de faire en sorte que le consommateur, d'ailleurs je ne sais pas c'est quoi le consommateur, parce qu'il y a de multiples consommateurs, ait la connaissance de tous les labels et le Nutri-Score qui globaliserait tout est un peu représentatif. À mon avis, il y a tellement de diversité dans la consommation à différents moments, qu'on soit à la cantine, au restaurant, chez soi, entre amis, en famille, etc., que c'est très, très compliqué. Et je pense que de s'adresser à des morceaux de consommateurs ou des bouts de consommateurs, enfin des ensembles de consommateurs me paraît probablement plus pertinent. On n'achète pas tous la même voiture, on ne va pas tous en même endroit en vacances, et donc que les campings aient 3 canards, 5 mojitos, je ne sais pas comment ils sont classés, mais j'y vais pas, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que pour le consommateur, c'est la même chose sur les produits. Donc il y a une sorte d'illusion à vouloir qu'il soit vraiment informé. Je pense que ce qui est important, c'est effectivement démonter les allégations mensongères et aussi de faire de l'information pour expliquer qu'il y a des labels, il y a des IG qui veulent dire certaines choses et pas d'autres. Effectivement, label rouge, origine, il n'y a pas vraiment de lien, quoi. Je voudrais rajouter, je partage... Une seconde, Sandrine, une seconde. Compléter la question, oui, peut-être, oui. Oui, c'était exactement dans la même veine. C'est non seulement on voudrait que les consommateurs sachent tout, mais surtout, on voudrait maintenant qu'ils résolvent tout eux-mêmes. Et notamment, ça a bien été montré, les questions de bien-être animal, ça ne se résout pas au travers des choix des consommateurs, des choix d'achat des consommateurs. Je suis presque convaincu, j'ai étudié ça quand même assez longtemps aussi, que les problèmes environnementaux ne vont pas se résoudre par un label. Et surtout pas un label qui chercherait à mélanger du changement climatique et de la biodiversité. Voilà. Et donc, en fait, c'est vrai que les gouvernements sont souvent démunis. On a eu la crise des gilets jaunes. Ils se disent, bon, comment on fait? Les économistes nous ont dit, il faut taxer ce qui n'est pas bon. Alors, on a essayé, tout le monde se met dans la rue, donc il faut faire autrement. Et donc, effectivement, l'idée de dire, bon, ben, puisque c'est comme ça, on va tout renvoyer sur le consommateur, mais déjà, il ne peut pas, et comme disait Zora tout à l'heure, il ne veut pas non plus. Il ne veut pas payer forcément pour les autres. C'est pour ça qu'on a un État, c'est pour réguler les affaires collectives que chacun ne peut pas résoudre. Oui, ben, il y a la réponse du marché qui est la déclinaison. Enfin, si vous interrogez les opérateurs, ils déclinent leurs produits suivant des marchés qu'ils ont observés, parce que sinon, effectivement, s'il n'y a pas de marché, c'est impossible. Et d'autre part, moi, je suis frappé de voir que dans certains types de produits, la qualité de certains produits hors label officiel est supérieure, hélas, à ceux, par exemple, du label rouge, aussi bien en allégation nutritionnelle qu'en composition, etc. Ça pose quand même question, parce qu'on a l'impression, normalement, qu'on a la pointe de la qualité qui est là, et il y en a qui sont ailleurs. Et ça, c'est tout de même un peu dommage. Moi, je trouve qu'il y a sans doute une politique de marque qui est à faire pour les produits sous signe officiel de qualité. Enfin, c'est juste une idée comme ça. Je suis étonné en tant que consommateur quand vous interrogez tout bêtement, vous dites « Qu'est-ce que tu as comme voiture ?»« Ah, une Peugeot. Moi, j'ai toujours des Peugeot depuis, etc. »« Ah non, moi, Renault, et ainsi de suite. »« Ah ben non, Mercedes. » Donc, c'est pas en valeur intrinsèque du véhicule que les gens vont disposer de leur action vis-à-vis de la qualité. C'est vraiment en idée de marque. Et là, la marque collective, elle est peu visible. Elle existe pour le label rouge sans doute, elle n'existe pas pour les autres. Moi, si je peux avoir une minute, c'est une remarque, c'est même pas une question. Je suis un peu embêtée quand vous parlez de label, puisque label déjà c'est un anglicisme. Les labels, ils sont en face de nous depuis ce matin.
Il y en a 5. On est au cœur de l'INAO et des labels de qualité. Les autres, entre guillemets, labels dont vous parlez, ce sont des mentions valorisantes, ce sont des marques privées. Donc, quand vous parlez de jungle des labels, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une jungle des labels, puisque les labels, ils sont 5. Ils sont en eau de 5. Et la jungle, c'est de l'autre côté, c'est la jungle des mentions valorisantes et autres marques privées tenues par les MDD et autres grands groupes. Donc, voilà, si on peut juste se tenir à ces 5 SICO, ça aiderait aussi les consommateurs par la suite. Voilà, merci. Juste, c'est votre définition du label. Hein. Moi, je peux vous en trouver d'autres dans la littérature, pas celle-ci. Mais c'est tout ça le problème. Et du coup, justement, je voudrais revenir sur ça. C'est que moi, mais pas uniquement, hein, Madame Avisio, la marketing a exactement la même approche. On a bien dit que les consommateurs avaient plus une connaissance des labels officiels et qu'ils étaient prêts à payer plus pour ces labels-là que pour les autres. Donc, on est bien d'accord hein, sur ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'autres sources d'informations et qu'il ne faut pas regarder cette concurrence entre les labels. Vous me dites non, hein, moi je vous dis, ça n'empêche pas qu'il faut regarder cette concurrence-là parce que c'est toutes ces informations qui arrivent aux consommateurs et les choix du consommateur vont être faits parmi tous ces choix-là. Et donc, ils sont bien en concurrence. Ils sont sur le marché. Je voulais juste compléter ce qu'a dit Chloé. Là, je pense que la question, c'était ce qu'elle a dit. Et je vais m'aller au-delà. C'est l'utilisation du terme label qui me gêne. Le terme lui-même, label. Label, ça veut dire étiquette en anglais. Et sauf erreur, on est à l'INAO, on appelle l'ensemble des mentions valorisantes qui sont soit encadrées par l'État, c'est des 5, soit des marques collectives, privées ou publiques, c'est toutes les autres qu'on connaît. Et le terme label ne devrait pas exister, à part pour label rouge. Oui. Donc et ça, c'est un petit peu gênant quand même. Parce que du coup, je pense que quand on dit label au consommateur, et la question tout à l'heure de s'ils connaissent ces labels et lesquels protègent mieux l'environnement, ils disent label rouge parce qu'en fait, ils ont, j'imagine, hein, mais associé label à label rouge. Et en fait, c'est le terme label, moi, qui me gêne dans tout ça. Enfin, je ne sais pas si d'autres sont comme ça, mais voilà. Je comprends. Je veux bien prendre la parole juste pour un petit message et je vais devoir vous laisser, je suis désolée. Je vous en prie. Je suis déjà très en retard. Oui, c'est ce que je vois, oui. Bon, les étudiants s'en plaignent peu, ils ont du travail là. Mais... par rapport à ce qui vient d'être dit, et puis par rapport effectivement au label officiel, moi, mon sujet de réflexion, en tout cas, parce qu'avoir des messages, c'est bien ambitieux, mais mon sujet de réflexion, c'est aussi d'interroger pour ces acteurs des filières et qui portent depuis des décennies les labels officiels et qui font des efforts tous les jours au champ pour respecter les cahiers des charges. Je pense à eux avec beaucoup de respect et je me dis aujourd'hui, quand leurs produits, leur fromage ou leurs saucissons se retrouvent dans un linéaire de supermarché, le consommateur, particulièrement aujourd'hui, il a un seul porte-monnaie, un seul budget, il a 5 € à dépenser pour son fromage ou son saucisson et il n'en achètera pas 2. Donc, lequel va-t-il acheter? Est-ce qu'il va acheter le bleu blanc cœur, le Nutri-Score, le rien du tout ou le label rouge? Je ne sais pas, en tout cas, il n'en achètera qu'un. Donc, nos labels officiels, en France, particulièrement, ils sont sur le même linéaire et à côté des copains. Ils ne sont pas tout seuls. Voilà. Et ensuite, deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que les consommateurs des labels, ils sont quand même matures, et j'en fais partie. Mais je me dis, comment on va mobiliser la jeunesse à l'égard même pas des labels, mais des efforts de nos filières agricoles. On fait du super boulot. Les gens qui ont ces labels-là, et même d'autres estampilles collectives privées, font du super boulot. Nos jeunes passent à côté. Nos jeunes, par contre, ne passent pas à côté du Nutri-Score. Comme disait monsieur, c'est extrêmement simple, c'est percutant, c'est visuel, c'est instagrammable. Et donc ça cartonne sur les jeunes. Et je mets les jeunes jusqu'à 35, voire 40 ans. Comment nos acteurs des filières vont s'adresser aux jeunes demain pour leur dire « nous faisons de la qualité, on ne fait pas n'importe quoi ». Je ne sais pas comment, mais ce sujet de mobiliser la jeunesse sur ces points-là, alors moi je suis dans un linéaire, je ne suis pas sur les bancs de l'école, comment dans le linéaire d'un magasin, qui soit un petit magasin de bouche ou un grand hypermarché, comment on va s'adresser à la jeunesse
Voilà, et quelle est notre responsabilité, notre rôle à chacun. Aujourd'hui, on est plutôt dans une jungle, en tout cas, et la jeunesse passe à côté. Elle passe pas à côté du Nutri-Score. Voilà, c'est ce que j'observe. Ça Sur sera ce, le je mot de vous la laisse fin. en Ah non, débattre. non, c'est Valérie qui aura le mot de la fin. Je vous en prie. Je voulais juste peut-être Parlez dans le micro. rebondir sur votre, intervention, juste pour indiquer qu'en fait le dispositif d'affichage il n'était pas conçu comme vraiment le seul dispositif qui devait répondre aux enjeux de la transition écologique. C'est une partie de tous les leviers en fait qui sont actionnés, mais qui est indispensable du côté de la consommation. Ça semble indispensable de donner des éléments. Ça a vocation de pédagogie, ensuite d'orientation des achats, c'est à espérer aussi, pour que ce qui est fait du côté de la production en termes de transition, ça puisse être comment dire, accueilli du côté de la consommation. Donc c'est juste une partie de l'ensemble des réponses à apporter. Dispositif. Merci.